Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Il existe une chose plus nuisible au développement que la corruption. C'est la culture d'une mentalité défaitiste face à ce fléau. Pour rendre plus efficace la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, il faut faire de la Côte d'Ivoire un pays de l'égalité et non un pays d'hospitalité. Extrait des 14 citations de Cyril Goali dans son deuxième livre sur la lutte contre la corruption. Avec lui, nous discuterons de ses réflexions et propositions sur ce fléau qui est un frein sans nul doute au développement. Bienvenue Cyril Goali Yokro Guyé. Merci bien, monsieur Eouma. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Après la parution de votre premier ouvrage intitulé La politique de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, une proposition de loi portant prévention et lutte contre les formes de corruption active, passive et protégée, vous êtes à une deuxième édition où vous avez ajouté non à la corruption, donc la politique de lutte, et non à la corruption avec non qui est écrit en grand caractère. Alors la question première qui vient, c'est de savoir pourquoi en si peu de temps après la parution d'un ouvrage dont le nombre de pages est autour de 200, un autre est sorti avec un peu plus de 250 pages. Cyril Goali. Je vous remercie, monsieur Eouma. Je voudrais, à l'entame de mon intervention, préciser que la Côte d'Ivoire est un pays très riche, un pays immensément riche. Pourtant, elle est classée au rang des pays en développement. Ce paradoxe est pour moi une signification que l'un des défis majeurs à relever par notre pays pour prendre résolument le chemin du développement est la bonne gestion de ses richesses. Alors face à ce défi, au lieu de lutter contre la corruption, nous faisons plutôt de la communication sur la lutte contre la corruption. Alors, dites-nous la différence, parce qu'il y a beaucoup d'instruments de l'État effectivement qui existent, la haute autorité pour la bonne gouvernance, on a cité la brigade. Vous estimez que ça semble être de la communication plutôt que de la lutte? Tout à fait. Pourquoi? Donc, sur quoi me baser pour faire une telle affirmation? Vous savez, on parle de la lutte contre la corruption lorsque 4 actions cumulatives sont posées. La première action, c'est l'édification d'un État fort, c'est-à-dire la mise en vigueur d'une constitution qui sépare efficacement les pouvoirs et garantit le respect des droits de l'acteur, de telle manière que les institutions de la République et le système judiciaire deviennent assez forts pour jouer pleinement leur rôle. La deuxième action, c'est la récompense de l'intégrité. Pour lutter contre la corruption, il faut mettre en place un système dans lequel les citoyens gagnent à être intègres et respectueux de la loi. Et la troisième action, c'est la répression des actes de corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut sanctionner sévèrement les actes de corruption. Et la quatrième action, c'est la médiatisation des procès relatifs aux actes de corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut que les affaires relatives aux actes de corruption soient traitées publiquement, de telle manière que les citoyens dans l'ensemble soient convaincus qu'on lutte véritablement contre la corruption, et aussi pour qu'ils soient des témoins oculaires du sort et du traitement infligé aux acteurs reconnus coupables de corruption. Très bien, vous passez du premier au deuxième. Pourquoi? La première version de mon livre traite plus des éléments d'ordre sociologique. Donc, dans la première version, vous allez voir que j'ai parlé de la forme des prestations de serment, du système de récompense de l'intégrité, du système de répression des actes de corruption, du système de la déclaration des biens et du patrimoine. Et dans la deuxième version, je présente de façon exhaustive mon projet sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Et là, je présente mes solutions pour rendre le système judiciaire ainsi que les institutions de la République plus fortes pour être efficaces dans l'exercice de leur rôle. D'accord, essayons de voir un peu les propositions que vous faites. Certains vous reprochent qu'en tant que simple citoyen, il n'est pas de votre devoir ni de votre responsabilité de faire une proposition de loi quand on sait que cela est dévolu aux députés. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? D'abord, je l'ai dit dans mon ouvrage, j'ai dit que tout citoyen peut, pour apporter des solutions à un problème de société qu'il a constaté, écrire une loi et la soumettre au public ainsi qu'aux représentants du peuple, les dirigeants, etc. Elle n'aura valeur de loi que quand elle passera par les procédures, elle sera adoptée. Tout à fait. Donc c'est une proposition, c'est une proposition de loi. Maintenant, les personnes qui sont compétentes
tels que les députés, voilà, si elles trouvent le contenu intéressant, elles peuvent l'harmoniser, elles peuvent corriger, ainsi de suite. Mais l'idée était très bien. C'est ça. Ok. Alors, parlons de la proposition que vous faites par rapport à ce qui existe déjà. Qu'est-ce qui est nouveau? Bon, d'abord, au niveau du système judiciaire, l'État ivoirien est fondé sur 3 pouvoirs constitutionnels, qui sont les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. À la tête du pouvoir exécutif, on a un acteur élu, qui est le président de la République. À la tête du pouvoir législatif, on a également 2 acteurs élus qui sont les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, pour une question de logique et surtout par respect du principe de la séparation des pouvoirs, j'estime que, et en prenant en compte les réalités sociologiques du peuple ivoirien, j'estime que pour que notre système judiciaire puisse fonctionner correctement, il faut également à la tête du système judiciaire un acteur élu. Donc, dans le cas de ma proposition, si vous l'avez lu, vous l'avez remarqué, je ne parle pas du ministre de la Justice, mais je parle plutôt du président du système judiciaire. Donc le président du système judiciaire, il est élu par le peuple ivoirien. C'est lui qui sera chargé de nommer les acteurs qui sont à la tête des institutions judiciaires, à l'exception de la Haute Cour de justice et de la Cour pour l'indépendance de la justice. Donc voici l'organisation que je propose au niveau du système judiciaire. Parce que lorsque le président de la République nomme les acteurs clés du système judiciaire, ça crée un environnement où il est presque impossible de juger le président de la République en exercice, quelles que soient les infractions qu'il commet. Or, avec cette proposition, il peut être possible de juger un jour le président de la République ou bien les grands acteurs du pouvoir exécutif pendant l'exercice de leurs fonctions. D'accord. Vous dites beaucoup de choses à l'intérieur de votre livre, en dehors de la proposition que vous faites, mais à qui est destiné cet ouvrage? Parce que quand on lit, on voit un peu, c'est un peu technique à l'intérieur. Est-ce que le citoyen lambda peut s'approprier et comprendre le fonctionnement? Bon, ce livre, il est destiné au peuple ivoirien en général, et aux dirigeants, aux experts en rédaction législative en particulier. Mais déjà, j'ai écrit ce livre pour matérialiser ma vision, voilà, de matérialiser ma volonté, voilà, d'aider la Côte d'Ivoire à passer de la communication sur la lutte contre la corruption à la lutte effective contre la corruption. Aussi, j'ai écrit ce livre pour concrétiser mon entrée en politique. Parce que je dis souvent, on ne suit pas un homme politique seulement pour sa vision, mais aussi et surtout en raison des idées à partir desquelles il compte la matérialiser. Donc je ne viens pas seulement pour dire que je suis contre la corruption, mais dans ce livre, je propose des solutions, comme pour dire au peuple ivoirien, voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose, s'il lui a plu de me confier certaines responsabilités au sommet de l'État ivoirien pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. Donc dans ce livre, je dis selon moi comment je compte contribuer à la lutte contre la corruption dans notre pays. Alors avec la proposition que vous faites, est-ce que vous avez des indicateurs clés qui permettent de montrer effectivement l'applicabilité de ces propositions que vous faites pour qu'elles ne ressemblent pas juste à des écrits et qu'on dise, écoutez, il veut simplement qu'on le rencontre et qu'on essaie pour voir. Mais est-ce que ça peut marcher à un faible échantillon avant de le rendre beaucoup plus grand? Oui, c'est possible. C'est possible de l'appliquer d'abord au niveau d'un petit échantillon avant de l'étendre. Mais je pense que les propositions que je propose sont réalistes parce qu'elles ne naissent pas de l'imaginaire. Elles sont conçues sur la base d'un système politique actuel qui existe. Voilà, je n'ai fait que relever les faiblesses du système. Et qui aussi rencontre ces difficultés. Donc, je n'ai fait que relever les faiblesses du système actuellement en cours. Et c'est sur la base de ces faiblesses que j'ai fait des propositions. Très bien. Nous n'allons pas certainement parcourir le livre de fond en comble. On l'a juste ébauché. Toutes les personnes qui veulent en savoir davantage pourront se procurer cet ouvrage qui est intitulé « La politique de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire ». À travers le modèle de la Côte d'Ivoire, on pourrait également l'étendre, pourquoi pas, à la sous-région. Merci Cyril Gouali Yokrogué d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes énarque et écrivain. Vous êtes à votre deuxième ouvrage. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.